Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La présentation intitulée Approche heuristique d'un mythe moderne m'a été suggérée par Yann Vadnet, un étudiant de l'Université Laval, qui est responsable de l'organisation de ce colloque sur les sciences humaines. Et ensuite, le comité superviseur du colloque a accepté le texte. Donc, aujourd'hui, je vous en fais la présentation en une trentaine de diapositives que je vais commenter. Le sujet controversé des ovnis se distingue par la presque totale impossibilité d'être reproduit ou de reproduire les observations narrées. Il n'y a pas de reproduction au sens expérimental du mot, sinon pour reproduire des phénomènes ou des activités explicatives en laboratoire la plupart du temps, mais ça n'est pas du tout un domaine où le design expérimental et l'expérimentation est possible. Ce n'est pas non plus le seul sujet délicat. Le sujet des ovnis est abordé dans les sciences humaines et sociales dans un ensemble de réalités non consensuelles. Alors, comment se présente ce domaine? La première idée qui m'est venue lorsqu'il a été suggéré de comparer les étapes d'une démarche heuristique avec le domaine des ovnis, ça a été cette carte mentale dont tous les éléments sont autour du récit ovni, c'est-à-dire de la narration de l'expérience vécue. Alors, si je les cite un par un, en haut, il y a les banques de données sur la casuistique. J'ai nommé la banque Casufo dans le cas présent. En bas, il y a la banque de données sur la littérature, que j'ai nommée Bibufo. À droite, il y a des activités d'archives et des études. Et à gauche de cette carte, il y a des postures de différents chercheurs et de la réflexion. Alors, il m'est venu à l'idée, après avoir fabriqué cette carte, de mettre les éléments de cette carte en relation avec les étapes d'une démarche heuristique. Alors, ça donne 6 relations à investiguer. La première, pour la colonne verticale du côté gauche et du domaine ovni, concerne le folklore et les mythes et la parapsychologie, mise en relation avec, dans toute science, une classe d'appartenance d'un problème. La deuxième étape d'une démarche heuristique, c'est-à-dire des outils, des procédés de recherche, conduit à la relation 2 que nous allons regarder, au regard des banques de récits et des banques de cas qui sont en grand nombre dans le domaine ovnier. La troisième relation sera, pour ce qui est du domaine ovnier, la question de revues de littérature ou de bibliographie, et pour ce qui est d'une étape de démarche heuristique, la hiérarchie des documents archivistiques. La quatrième relation, en haut du tableau, filtrage de réduction des possibilités dans une recherche, et dans la colonne de gauche, échantillonnage et sélection des données ovniennes. La cinquième relation sera une réflexion sur les conditions scientifiques pour tout domaine de recherche. Ici, le cinquième étage du domaine ovnier fait en sorte qu'on pourra aborder des questions et des discussions de méthode du domaine des ovnis. La sixième relation, dans toute démarche, dans toute recherche, il y a une méthode qui peut ne pas être optimale, mais suffisante. Et dans ce cas-là, on procède généralement par itération successive de démarches pour approfondir le sujet ou pour améliorer les investigations, par exemple. Ce sera mis en relation, cette sixième colonne, avec la question des analyses, des études et des hypothèses dans le domaine ovni. Prenons la première relation, c'est-à-dire la classe d'appartenance d'un problème. Et ici, du côté du domaine ovni, le folklore, le mythe, la parapsychologie. Préambule. On peut rapprocher les récits ovnis à des histoires folkloriques conservées et transmises depuis des siècles, et on peut même les comparer à des grands mythes fondamentaux. Voir entre autres les chroniques de M. Jacques Vallée en 1972. Les récits ovnis actuels comportent aussi plusieurs éléments qui ressemblent à ceux narrés dans les expériences dites de parapsychologie ou encore les expériences de mort imminente. Alors, parapsychologie, expérience de mort imminente et phénomène ovnier sont 3 domaines qui sont souvent abordés en parallèle dans des recherches de sciences humaines et dans des écrits de ce domaine. En 2002, Picard a établi une analogie entre la rencontre rapprochée ovnienne et la near-death experience, la question d'expérience de mort imminente.
Faut savoir ici que rencontre rapprochée du premier type, du deuxième type, du troisième type, c'est tiré de la typologie de M. Hynek. Vous connaissez tous très bien le titre Rencontre rapprochée du troisième type, qui est le titre d'un film. Et ces rencontres rapprochées, d'après M. Picard, il écrit textuellement, il n'y a pas deux rencontres rapprochées strictement identiques, mais un modèle commun comportant un certain nombre d'épisodes et de sous-épisodes. Et il a bien raison. Par exemple, lorsque le sujet des ovnis est soulevé, on voit souvent quelqu'un dire « Ah oui, des soucoupes volantes ». Bon, alors effectivement, les soucoupes volantes, c'est un icône du domaine, mais les formes des ovnis ne sont pas strictement soucoupes, loin de là. Il y a des cubes, des ovales, des boules, des croix, des pyramides, des rectangles. Il y a toutes sortes de formes. Et puis, le pire, c'est que quand on demande de faire des dessins, eh bien, on trouve rarement ou à peu près pas deux soucoupes volantes identiques. Alors, M. Picard a raison et il fait ainsi une affirmation qui porte sur les deux autres domaines. Ça porte aussi sur le domaine de Near-Death Experience et ça porte aussi sur plusieurs expériences du domaine de la parapsychologie. On retrouve aussi bien en NDE qu'en RR la notion de mise en scène ainsi que le caractère trompeur, absurde de certains épisodes. Je trouve que ça, c'est plus important que de se pencher sur la question des formes, soucoupes, ovales, boules de toutes sortes. En fait, les scénarios qui se déroulent devant les observateurs ou encore les mises en scène qui se déroulent devant les observateurs sont, à mon sens, plus importantes ou plus importantes que la question des formes et elles font d'ailleurs l'objet de plus en plus de recherches de chercheurs compétents et de publications intéressantes dans les 10 années ou les 15 années récentes, disons. M. Boulard, pour sa part, M. Boulard est un folkloriste, a écrit « L'histoire d'un enlèvement est faite d'un maximum de 8 épisodes. Capture, examen médical, conférence, visite de l'OVNI, voyage dans un autre monde, rencontre divine, retour, suite de l'enlèvement. » C'est donc un scénario, c'est donc une mise en scène, comme vous le constatez. M. Bullard a utilisé un peu la régression hypnotique, mais pas seulement. Il a aussi utilisé les souvenirs non altérés, les souvenirs normaux des gens qui racontaient des enlèvements ou, en anglais, des abductions. On peut faire une synthèse de cette petite section, la première relation, première colonne et première rangée. La petite synthèse se lit comme suit. Les récits ovniens se situent dans une classe déterminée de réalité non consensuelle. La deuxième relation, heuristique, démarche, outils, procédés de recherche et OVNI, banque de récits. Préambule, des récits ovniens sont rapportés, colligés, scrutés, investigués, encodés et conservés dans des catalogues et dans des banques de données. Voici un ensemble de projets en cours que je vais vous présenter plus loin. Outre les aspects physiques mentionnés dans les récits et occasionnellement vérifiés sur le terrain, comme divers effets physiques durables sur la flore, des chercheurs s'appliquent autant que possible à la collecte de données physiques et instrumentales. Collectionner des effets, c'est bien intéressant, c'est louable, mais la collecte se fait toujours après coup, de sorte que les liens de cause à effet sont la plupart du temps problématiques. Alors, ce n'est pas une chose évidente. Concernant les banques de données, au Québec, Casufo, c'est la banque de données que j'ai construite. L'Association québécoise d'ufologie et le groupe d'assistance de recherche dénommé GARPAN ont aussi des banques de données. Le MUFON qui agit au Québec et qui provient des États-Unis et qui agit dans le monde entier a sa banque de données ou ses banques de données. Aux USA, je nommerais le HumCat et le UFOCat. Là, j'en passe un grand nombre. Les gens qui ont des bases de données préférées ou qui en sont les auteurs me le pardonneront. Pour la France, le groupe GEPAN a sa banque de données, mentionné aussi pour la Belgique. Le projet de format de conteneurs et de méthodologie ufologique créé par M. Wattekamp et ses confrères.
sous l'auspice de l'ancienne SOBEPS et de la nouvelle COBEPS. Si je fais une synthèse de cette section sur les outils, et en particulier les banques de données, je dirais, on applique au récit ovnien des procédés plausibles de collecte de données et de faits qui tendent vers la validité des conclusions. Relation suivante, la troisième. La hiérarchie des documents archivistiques, c'est-à-dire du domaine OVNI, on pense à la revue de littérature et aux banques de données sur la revue de littérature. Préambule. La littérature ovnienne est abondante et riche, en particulier livresque, bien que la concurrence en ligne soit forte. La valeur des ouvrages varie grandement. On va de la piètre qualité jusqu'à la qualité universitaire. Les disciplines concernées vont des sciences physiques aux sciences humaines, incluant la philosophie et l'histoire des religions, ainsi que l'archéologie et l'histoire des civilisations, entre autres. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de recherches ou de réflexions ou d'idées publiées dans des revues arbitrées. Vous en trouverez assez facilement. Il faut dire aussi qu'il y a un répertoire de quelques 250 mémoires et thèses qui existent sur le sujet, que vous allez sans doute trouver assez facilement aussi. Dans les ouvrages bibliographiques, il y en a qui sont commandés par des institutions gouvernementales et qui utilisent des classements par mots-clés. C'est ce que fait Cato en 1978, ce qu'a fait Rasmussen en 1985, ce qu'ont fait Briazac et Ménic dans une sorte de dictionnaire lexique vocabulaire en 1978. Évidemment, on peut consulter des encyclopédies, celle de Sack en 1980 ou de Clark et William en deuxième édition en 2018. Tous ces documents-là sont intéressants, surtout les personnes qui sont curieuses du domaine bibliographique. Pour cette diapositive, je ne lirai que les passages en rouge. Le journalisme opportuniste est majoritaire dans les livres du domaine OVNI. Le sujet des extraterrestres, des autres entités et le thème de la conspiration sont en force dans les livres du domaine OVNI. Plusieurs ouvrages sont spéculatifs, d'autres sont contradicteurs ou critiques. Les ouvrages d'analyse et d'interprétation dominent. Ces passages en rouge ne sont aucunement mutuellement exclusifs. On peut avoir tous ces sujets-là dans un même livre. J'attire votre attention en bas complètement sur les récits d'imagination. Je vous suggère de ne pas ignorer ni mépriser la science-fiction, où l'on trouve de riches scénarios et de belles spéculations qui sont présentés et qui varient et qui sont aussi valables que les principales hypothèses du domaine OVNI. Voici 18 couvertures d'ouvrages de bonnes maisons d'édition et de bons auteurs. On y trouve, en partant de la gauche en haut, M. Hendry, ensuite M. Routledge, ensuite Hill, ensuite Meus, et en chemin, M. Young et d'autres chercheurs. Tous ces auteurs-là sont des personnes formées à l'université et mettent en œuvre leurs apprentissages dans leur domaine, dans leur discipline académique respective pour donner une opinion ou faire une petite enquête sur le domaine OVNI. Si on approfondit un petit peu cette littérature, pour ce qui est de la critique sur la méthode, M. Hendry et M. Boyd me semblent les ténors les plus valables. Pour ce qui est de recherche physique, je suggérerais les travaux de Routledge, de Long, de Sword, de Budden et de Hill. Pour ce qui est de la propension religieuse, je suggérerais de lire M. Kripal et Mme Lepselter. Pour ce qui est de l'analyse psychosociologique, je suggérais de lire Young, Bullard, Harper, Meus et compagnie. Et pour ce qui est de l'histoire, je suggérais de lire Spencer et Devreux, qui ont publié d'excellents livres sur l'histoire moderne du domaine des ovnis. Quoi que ce soit que vous lisiez, que ce soit des bons auteurs ou des mauvais auteurs, des bons livres ou des mauvais livres, ou des petits livres ou des gros livres, vous ne serez pas capable
d'éviter une rencontre avec M. Jacques Fabrice-Vallée. Sa figure n'est pas éminente. Il a lui-même écrit un grand nombre de livres qui ont été traduits dans un grand nombre de langues et et réédités en plusieurs versions. Donc, ne soyez pas surpris de le rencontrer. Si je fais une synthèse de cette petite relation heuristique et domaine-ovnier, je dirais la documentation archivée sur la casuistique, sur les récits ovniers, sur les hypothèses de travail et sur les hobbyistes eux-mêmes est riche et accessible, mais de valeur inégale. Il faut faire un choix prudent et éclairé de lecture pour en tirer des renseignements utiles et valides. La petite relation suivante est celle du filtrage des possibilités dans une recherche et pour ce qui est du domaine ovnier, de l'échantillonnage et de la sélection des données. Préambule. Des récits ovniens ne sont pas automatiquement pris pour vrais dès le signalement initial. Une fois les méprises et les tentatives d'explication franchies, avec succès ou non, des récits non expliqués demeurent et restent éventuellement explicables. À cet effet, les chercheurs mettent au point des critères d'évaluation de l'information, qui portent sur les récits eux-mêmes, mais aussi sur la documentation, sur les dossiers et les rapports qui les concernent. Le petit tableau qui est là, je l'ai construit moi-même. Verticalement, il y a la première colonne A, B, C, D, E, qui sont des qualités d'échantillons de récits. Deuxième colonne, des valeurs de probabilité que les faits se soient produits tels que racontés. Troisième colonne, un degré d'étrangeté des faits qui sont racontés. Et colonne suivante, la valeur des échantillons. Alors, A, c'est un échantillon bleu ou vert. On peut mettre on peut s'y aventurer, mettre la pédale au fond. L'échantillon B est un échantillon où on devrait modérer un petit peu. Et l'échantillon C est un échantillon qui ne concerne pas, finalement, après enquête, le domaine des ovnis et on peut le décliner comme suit. Donc, les rapports qui sont classés rouge C sont supposés être expliqués. Voici une douzaine d'explications. CA, transport aérien. CB, bruit céleste, qui finalement n'était peut-être pas si étrange que ça. CC, origine climatique, et j'en passe. Plus bas, à presque la fin, CT, transport terrestre. Donc, voici une liste des explications plausibles ou prouvées à la suite de l'examen ou de l'enquête d'observations d'OVNI qui ont été annoncées, déposées, expliquées et puis examinées. D'autres personnes ont ont mis au point des techniques d'évaluation de la qualité ou de l'appréciation de la qualité de l'information. Randalls et Warrington ont imaginé 5 niveaux d'investigation. Le niveau A, c'est un rapport qui a fait l'objet d'une enquête sur place par des enquêteurs expérimentés, tandis qu'en bas, le niveau E, le rapport est fondé sur des renseignements trouvés par occasion, comme un compte-rendu de journal, un petit encadre. Il n'y a aucune enquête et aucun suivi. Les niveaux B, C et D sont intermédiaires et gradués entre le niveau A et le niveau E. M. Vallée, pour sa part, a imaginé 3 critères qu'il décline en 5 valeurs. Alors, source fiable, 0, c'est une source inconnue ou non fiable. 4, c'est une source fiable avec une entrevue personnelle. Visite du site, 0, pas visité ou pas d'information. Ou en bas complètement, visité par un analyste habile, compétent ou expérimenté. Troisième colonne, cause probable, 0 correspond à une cause naturelle, tandis que 4 correspond à pas de cause naturelle possible. Alors, je fais une petite synthèse de cette relation heuristique en disant il y a un échantillonnage, un filtrage et une sélection des récits ovnis qui prend en compte leur étrangeté, leur validité et la fiabilité des sources et des références. C'est quand même une bonne chose. 5e relation. Réflexion sur les conditions scientifiques de tout groupe de recherche qui conduit une recherche. Et au regard du domaine ovni, discussion et méthode. Préambule. Il y a de la subjectivité dans l'expérience personnelle d'un observateur ainsi que dans le rapport qu'un enquêteur fait pour rendre cette expérience accessible à des fins d'étude. Pour comprendre des données brutes, réelles et observées sur le terrain dans un contexte non contrôlé, le chercheur peut adopter une démarche inductive et une approche qualitative. Cela implique de se situer au regard de préalables épistémologiques, que nous allons regarder un petit peu plus loin.
Cependant, rien n'empêche de s'engager dans une démarche descriptive qui pourrait être suivie par la formulation d'hypothèses. Il y a un besoin fondamental, soit l'identification positive de l'objet ou des objets sous étude, et ce, autrement que par l'expression actuelle de forme négative. Bon, alors là, objet volant non identifié. Autrement dit, on ne sait pas de quoi on parle vraiment. On ne sait pas s'il y a un phénomène ou plusieurs phénomènes qui se manifestent. Ce que l'on sait, chose certaine, c'est qu'on examine des récits qui, eux, décrivent des entités, des objets, des mises en scène et toutes sortes de phénomènes. Alors, quand on identifie ce qui s'est passé, on arrive à des conclusions comme c'était un satellite, c'était un phénomène naturel, c'était une activité humaine, c'était un moyen de transport, c'est un avion qui a été mal interprété, etc., etc., etc. Ben, on nomme l'explication, on dit ce que c'est. Mais lorsqu'on ne réussit pas à expliquer le phénomène ou le cas ou ce qui est narré ou l'observation ou l'objet, l'expression demeure négative, objet volant non identifié. Alors, c'est une problématique. Les hypothèses qu'on devra considérer plus loin ou plus tard ne sont même pas mutuellement exclusives. Donc, il est possible que le phénomène provienne de plusieurs phénomènes conjoints et que par la méthode moderne d'enquête avec le parapluie un peu fourre-tout de l'hypothèse extraterrestre, peut-être qu'on fait erreur en mêlant ou mettant tous ces récits dans un même sac. Le point sur la question de objectif-subjectif et sur la question de quantitatif et qualitatif. Nombre de rapports sont rejetés, en particulier les méprises, nous l'avons vu tantôt. Une fois ces dernières écartées, ne devrions-nous pas accueillir des expériences subjectives, généralement exclues par les méthodes quantitatives de la science? En fait, cela se fait dans plusieurs domaines de recherche, anthropologie, sociologie. On n'a pas toujours un rat sous la main qu'on examine dans un laboratoire et sur lequel on fait des expériences. Le cœur de toute cette activité, c'est d'appliquer des méthodes qui sont valides. La question des préalables épistémologiques. Les recherches s'appuient sur des récits qui supposent souvent une présence dite extraterrestre. Les chercheurs du domaine ovnien souffrent de plusieurs présuppositions comme celle-là, parce que les hypothèses de la littérature du domaine ovnien les ont endigués à examiner les récits sous certains angles. Il est bien difficile pour le chercheur de s'extraire du poids de l'histoire dans ce domaine de recherche. On n'a pas une idée précise ni suffisante des variables en cause, ça c'est une conséquence. Bon, alors revenons au deuxième paragraphe. Quand un observateur veut raconter ce qui lui est arrivé, souvent il approche un enquêteur qui appartient à un groupe ou à une fédération ou à une unité de travail quelconque qui porte en titre dans son nom, son appellation, le mot OVNI ou le mot UFO. Bon. Et puis, lorsque cet enquêteur-là se rencontre l'observateur, il amène un questionnaire et le questionnaire qu'il amène provient de 10, 15, 20, 30 ans de travaux qui ont tous été conduits avec certaines hypothèses dans le décor, en particulier l'hypothèse extraterrestre. Donc, c'est bien difficile pour un enquêteur et pour un observateur et pour les chercheurs après coup de se débarrasser d'un certain nombre de présuppositions, d'un certain nombre d'hypothèses ambiantes ou d'un certain nombre d'idées préconçues, de se débarrasser d'un certain nombre de biais, dont l'hypothèse extraterrestre, que je considère ici comme un biais dans le cadre de travail. Une fois qu'on travaille avec une lorgnette ou avec des biais, ben on se met un petit peu en difficulté pour être capable d'identifier des variables en cause qu'on n'aurait pas encore repérées. Puisqu'on ne peut pas nommer le ou les phénomènes qui composent l'objet de recherche de l'ovniologie, mais on peut au moins le décrire ou les décrire. Donc, le profilage des informations utiles, l'analyse prédictive, le data mining, le knowledge discovery, la description phénoménologique, je vous suggère de lire Doré et de lire
Hufford en 2010. Ce sont là des techniques descriptives qui, chez nous, dans l'université, sont souvent traduites dans des méthodes de description phénoménologique. Alors ici, est-ce qu'on décrit des objets ou est-ce qu'on décrit des récits ou est-ce qu'on décrit les deux ou est-ce qu'on décrit des expériences en portant l'attention sur certaines caractéristiques des expériences? Alors là, ce sont des choses à déterminer. Ce sont des questions de méthode. Si je fais une synthèse d'un point de vue heuristique de cette petite section, je dirais, l'ovniologie repose sur une recherche qualitative relativement subjective. Elle exploite des patrons et des séries de faits et de caractéristiques. Ces préalables épistémologiques la limitent à une démarche descriptive. Malheureusement, tous les raisonnements sur le phénomène sont limités par le cadre de travail lié à l'expression non identifiée. Dernière relation, la sixième. La question de méthodes non optimales, mais suffisantes pour entreprendre une réitération de la recherche. Et du côté OVNI, des analyses, des études, des hypothèses qui sont en évolution et qui même grandissent en nombre et peut-être en qualité. Préambule. La vérification des méprises, défauts et autres explications éliminatoires précède les hypothèses explicatives du résidu phénoménologique non identifié. Ce résidu fait l'objet de plusieurs descriptions et toutes dépendent de modèles interprétatifs. D'un côté, les hypothèses passent par l'analyse des données et, d'un autre côté, elles passent par des modèles interprétatifs. Quelles sont-elles, ces hypothèses? L'hypothèse socio-psychologique, ça n'est pas bien compliqué. Au bout du compte, pour elle, tout est explicable. Incluant des technologies inconnues au privé ou militaire. Pour elle, tout s'explique et il n'y aurait pas de récit d'OVNI qui ne serait explicable si on tient compte du temps qui va passer et de nos moyens qui vont augmenter ou de découvertes surprenantes qui seront faites sur tel cas ou telle enquête, etc., etc. L'hypothèse extraterrestre. Elle n'est pas récente, elle date des années 40 et puis elle ne perd jamais sa popularité. L'hypothèse des chrononautes, c'est l'hypothèse qui veut que des humains du futur viennent dans ce temps et voyagent donc dans le temps et ce sont eux qui apparaissent et puis peut-être ont-ils l'idée de changer quelque chose pour changer le futur? On ne le sait pas, mais c'est une hypothèse de ce type. L'hypothèse des multiples dimensions et d'une matrice des réalités. Alors ça, c'est très moderne, c'est très récent. La science-fiction des dernières décennies et le cinéma des dernières décennies sont très gourmands de dimensions et de matrices. L'hypothèse d'un mythe moderne. Alors ça, ça découle des travaux de M. Carl Gustav Jung. C'est le même titre d'un de ses ouvrages. Alors, dans cet ouvrage, M. Jung considère les archétypes, les mandalas, l'inconscient collectif. Je mettrai ceci en relation avec les travaux de Teilhard de Chardin pour ce qui est de la noosphère et du phénomène de noétique. L'hypothèse de la croyance religieuse et la présence du lumineux, ça c'est souvent abordé par des gens de sciences humaines, par des gens qui font de l'histoire des religions ou par des chercheurs qui s'appliquent à comparer les religions. Monsieur Kripal de ce côté-là est très important. Monsieur Harper de ce côté-là est très important. La présence du lumineux, c'est le surgissement du sacré dans l'environnement d'un observatoire, soit sous forme de vision ou autre. L'hypothèse neurologique, ça découle des travaux de M. Persinger à l'université de Sudbury dans les années 70. Monsieur Persinger mettait un casque avec des électrodes sur la tête de ses collaboratrices et collaborateurs. On appelle ça le casque de Dieu. Et par petite manipulation électrostatique ou électromagnétique, en tout cas à travers des électrodes, il générait soit des rêves ou soit des récits et dont les mises en scène et les scénarios, à son dire, ressemblaient étrangement ou trop, ou étaient équivalents à ceux racontés dans le domaine des OVNI. L'hypothèse
d'une intrigation psychique veut que le phénomène ne soit pas exogène à la psyché humaine. Il peut aussi être endogène à la psyché humaine, c'est-à-dire que toute observation d'OVNI mettait en jeu deux vecteurs, deux facteurs. L'un qui appartient à la réalité extérieure de l'observateur et l'autre qui appartient à sa réalité intérieure, parlant de sa culture, parlant de sa psyché, parlant de sa psychologie. L'hypothèse des vagues dans le temps, si on prend par exemple la vague de 1973, en particulier en novembre, tant aux États-Unis qu'au Québec, il y a eu d'autres vagues sur les autres continents tout aussi intéressantes ou plausibles. La question de vague est à mon sens, impressionniste. Elle est douteuse. On ne sait pas finalement si c'est la rumeur qui crée la vague ou si c'est la vague elle-même, indépendamment des humains et provenant d'un phénomène extérieur qui créerait la rumeur. Donc, il y a un flou à ce sujet. C'est très populaire, la notion de vague dans la littérature. C'est bien commode pour parler des événements, mais de là à présumer que les ovnis se manifestent en vague, c'est une autre paire de manches. L'hypothèse des lieux et des récurrences locales, l'isocélie, l'orthothénie, etc., les points chauds. Il y a eu des modélisations à ce sujet. Il y a par exemple les travaux de M. Jean Vézina sur l'orthothénie, où il a fait des calculs de probabilité, des positionnements de lieux sur les grands cercles terrestres, la sélection des observations, la comparaison d'échantillons bons et mauvais. Il y a eu un travail de modélisation extrêmement valable de fait sur l'orthothénie. Cependant, il n'y a pas d'évidence ferme, c'est-à-dire que faute d'un nombre suffisant de cas pour mettre en évidence d'une manière définitive des tracés sur la géographie terrestre, ou faute d'être capable de le refaire de 5 ans en 5 ans ou de 10 ans en 10 ans en obtenant les mêmes résultats. Là, on est obligé de dire que la modélisation met au point certaines méthodes, mais elle n'arrive pas à prouver des phénomènes de distribution géographique patents. Si je fais une synthèse d'un point de vue heuristique de cette petite relation lassidienne sur des questions d'hypothèses, plusieurs hypothèses de travail non conclusives fragmentent le phénomène en partie abordable pour diverses disciplines. L'étude des récits ovniens se veut descriptive et n'est pas optimale. Elle devrait peut-être reposer sur une approche phénoménologique. Donc, on est dans un domaine d'itération, de démarche, de recherche. En conclusion, l'étude des récits ovniens laisse présager des découvertes sur la conscience et sur la perception humaine. Ça m'apparaît une évidence. Former des rapporteurs, enquêteurs et collecteurs de récits à la possible double nature du phénomène narré, c'est-à-dire sa matérialité et sa non-matérialité, c'est quelque chose qui actuellement est mal abordé dans les méthodes d'enquête et dans les questionnaires. L'ovniologie étant plus un domaine d'application multidisciplinaire qu'une science elle-même, il faudrait aller voir les résultats de plusieurs disciplines et faire des synthèses de ces travaux d'une manière multidisciplinaire. Il faut espérer une contribution plus grande de chercheurs patentés ou de hobbyistes doués. C'est un peu l'objet d'une présentation comme celle-ci. Vous vous souvenez de la carte mentale que j'ai présentée au tout début, où il y avait le récit au centre d'un grand nombre, un nombre d'activités du domaine ovni. Le récit étant au centre de toutes les préoccupations. Maintenant que nous avons examiné les étapes d'une démarche heuristique, nous pouvons faire une autre sorte de carte mentale. Ce logigramme de recherche ovnienne est une évolution par rapport à la carte mentale du début. Il débute en haut et s'en va vers la droite, et il débute en haut et s'en va vers le bas. Regardons la première bulle en haut à gauche. Casuistique locale, internationale, visionnaire, c'est-à-dire que tous les cas sont mis dans des catalogues, des listes, des banques de données. J'ai nommé Casufo ici pour ne pas en nommer d'autres.
Et puis, si on descend complètement en bas, la casuistique donne lieu à des livres, des écrits, des auteurs, des bibliographies, des références, des films, du cinéma, etc., qui peuvent être compilés dans des banques de données bibliographiques. Ici, j'ai nommé Bibufo. Dans la partie gauche de ce logigramme, il y a un carré. Et dans la partie droite de ce logigramme, il y a une liste verticale. Revenons au carré. Le carré exprime que la casuistique et les banques de données et les publications et la littérature donnent lieu à des réflexions philosophiques, de sciences de la nature, de sciences humaines, d'épistémologie, de phénoménologie, d'herméneutique, d'heuristique, d'ontologie. Ça donne lieu à des réflexions sur des cadres conceptuels, des réalités consensuelles ou non consensuelles. Ça donne lieu à des grilles d'analyse et finalement, des études et des recherches sont publiées. Quelles études? Alors, à droite, verticalement, des hypothèses, des méthodologies, des caractéristiques, des terminologies et diverses autres études. Mais lorsque ces études sont publiées, il y a un rebond et on revient dans le carré à gauche du logigramme et on remet les neurones en fonction avec des questions de sciences de nature, de sciences humaines, d'épistémologie, etc. Vous ne serez pas sans remarquer la ressemblance de ce logigramme avec le schéma très souvent présenté en sciences humaines. Le voici, c'est-à-dire qu'on a une question de départ qu'on explore et on développe des problématiques, on construit des modèles d'analyse, on fait des observations, on analyse des résultats et on a des conclusions et ça nous conduit à d'autres questions de départ et il y a itération du processus. Donc, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la démarche de l'ovniologie, si je la compare aux étapes d'une démarche heuristique générale en sciences, montre bien que les sciences humaines ont leur mot à dire et qu'il y a des promesses, sans doute, dans cette perspective. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuité.